Merci beaucoup pour nous avoir invités ici aujourd'hui. Nous en sommes très honorés. J'ai bien peur que notre accent soit un petit peu moins charmant que nos voisins tessinois. Désolé. Donc, nous sommes là donc pour vous présenter cette recherche qui répond à l'acronyme TARPI, qui signifie donc en anglais, puisque cette recherche a été menée en anglais à la base, Toward Alternative Modes of Restraint in Psychiatric Institutions. La classe, hein. J'ai mis la traduction française. Donc, vers des alternatives à la contention dans les institutions psychiatriques. Alors, à la base, le projet a été financé par l'Agence européenne pour la formation dans le cadre d'un projet Leonardo Partenariat stratégique. Cette institution nous a donc financé notre centre de recherche, la Haute École Bruxelles-Brabant, qui contient en son sein une formation initiale d'éducateur spécialisé et notre laboratoire de recherche, CERISES, Centre d'études et de recherche sur les interventions socio-éducatives. Voilà. Ensuite, l'hôpital Parnassia de La Haye aux Pays-Bas, le centre hospitalier Jean Titeka à Bruxelles et le centre hospitalier neuropsychiatrique d'Ettelbruck au Grand-Duché du Luxembourg, dont certains membres sont présents aujourd'hui dans la salle. À la base, le projet a été proposé par le centre hospitalier Jean Titeka, car dans les entournures des années 2010, ils avaient fait une enquête qualité sur la qualité des soins auprès de leurs patients. Et l'une des grosses taches noires qui a été mise en évidence concerne précisément les actes de contention et de mise à l'isolement, vécus comme étant particulièrement traumatisants par les patients, on s'en doute bien. Dès lors, le centre hospitalier a eu à cœur de mettre en œuvre une recherche portant sur ces alternatives, et c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont sollicité dans le centre CERISES puisque nous étions spécialisés jusqu'alors dans la conceptualisation des gestes professionnels. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, lorsque j'ai intégré le projet Leonardo à ses débuts, on parle ici de 2013, j'étais loin de m'imaginer que quelques années plus tard, avec Roland, on allait se retrouver devant vous pour justement venir vous expliquer en quoi consistait le projet et surtout pour vous présenter le résultat final de notre réflexion et de notre travail. Cela fait plus de 23 ans que je travaille en psychiatrie au centre hospitalier Jean Titeka à Bruxelles. Titeka est un hôpital à visée uniquement psychiatrique, dans lequel les patients sont hospitalisés la plupart des patients sont hospitalisés sous le régime de la contrainte. Donc on parle ici d'hospitalisation non volontaire. Durant mes années de travail, j'ai eu l'opportunité de passer par différents types d'unités, en passant par des unités d'admission, donc avec des patients en crise, des unités fermées, un projet pilote qu'on appelait le PTCA, et par PTCA, on entend patients avec troubles du comportement et agressifs, et actuellement, depuis environ une petite dizaine d'années, je travaille avec des adolescents. Donc, vous imaginez bien, vu le contexte de travail, vu les années depuis lesquelles je travaille à Titeka, des mises à l'ISO avec contention, comme on dit dans notre jargon, 3 membres ceinture ou 4 membres ceinture, j'en ai connu beaucoup. Donc, quand j'ai pris connaissance du projet Leonardo et de ses objectifs, en toute franchise, la première chose qui m'est venue en tête, je me suis dit, on a encore ici affaire à des intellos qui vont débarquer avec de belles et grandes théories, qui limite vont essayer de nous apprendre la manière dont on doit travailler, alors qu'en fait, ils sont quand même assez loin de la réalité de notre terrain. Donc, je ne voyais pas vraiment en ce qu'ils allaient pouvoir nous apporter, convaincu que les différentes mesures d'isolement que nous prenions étaient inévitables vu le contexte de la situation et que surtout, me semble-t-il, on essayait toujours de mettre en œuvre tout ce qui était possible pour éviter d'en arriver là. Et donc, finalement, c'est avec beaucoup de curiosité et pas mal de scepticisme que je me suis embarqué dans cette aventure. Eh bien, voilà, au final, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que je fais toujours partie de ce projet. Et on est là pour vous présenter justement le fruit de notre collaboration, le module de formation TARPI, dont
un des objectifs principaux est de nous ouvrir à d'autres perspectives dans la gestion et la prise en charge de la crise. Donc, pour répondre à cet objectif, nous avons donc mis en place une recherche-action. Recherche-action visant, comme toute recherche-action, deux objectifs, l'élaboration d'un savoir innovant, mais aussi une intervention sur le terrain, l'innovation dans les gestes professionnels. Alors, cette recherche-action concernait directement donc, des membres du personnel de salle, donc des gens qui sont en contact quotidien avec les patients, c'est très important de le savoir. Il était presque interdit à des cadres de participer à cette recherche-action, il fallait que ce soit en totale horizontalité. Et donc, notre posture de chercheur accompagnateur de cette recherche-action on avait deux positions. Alors, la première position, c'était une posture de totale humilité. D'accord ? Je ne travaille pas en psychiatrie, je n'y ai jamais travaillé, et donc je ne possède pas l'expertise concernant les alternatives. Par contre, nous étions convaincus plutôt que ce sont les gens qui travaillent au quotidien avec les patients qui la possèdent, cette expertise-là. Dès lors, mais plutôt la deuxième position était une posture volontairement non idéologique. On ne prenait pas position, pas pour la contention et la mise à l'isolement, non pas pour, ni pas contre non plus, bien au contraire. Et donc l'idée, c'était de considérer ces gestes professionnels comme un phénomène qu'il s'agissait de comprendre, dont les acteurs faisaient usage parfois, dans certaines circonstances, mais pas plus que cela. On partait d'un postulat de base que j'ai failli évoquer tout à l'heure. Ce postulat de base, c'était que les alternatives à la contention et à la mise à l'isolement, elles existent déjà. Elles ne m'ont pas attendu. Elles sont à l'œuvre au quotidien dans les salles et vous les exercez, j'en suis persuadé, dans vos unités, toutes et toutes. Mais par contre, elles manquent de visibilité et de légitimité. Dès lors, on était convaincus qu'il fallait les conceptualiser, tenter d'identifier des invariants à ces alternatives afin qu'on puisse les généraliser, les partager entre collègues et faire remonter ces alternatives au niveau de la hiérarchie. La première étape de cette recherche-action concernait l'identification. Donc l'idée ici, c'était d'identifier les bonnes pratiques, les pratiques alternatives à la contention qui existaient déjà. La seconde, l'expérimentation, parce que ce n'est pas tout d'en parler, il faut aussi les tester, essayer, voir un peu comment ça fonctionne concrètement dans sa dimension corporelle. Ensuite, de procéder à une conceptualisation, une mise en mots autre que que les mots qu'on utilise au quotidien, mais d'aller plus vers une sorte de théorisation ancrée, petit à petit, liée au contexte. Et à l'issue de ce processus-là, l'idée était d'identifier des véritables balises pour des pratiques alternatives à la contention de mise à l'isolement. Le processus aurait été incomplet si nous n'avions pas envisagé d'entrée de jeu la question de la diffusion, de la transmission et du partage de ce savoir que nous allions trouver quelques années plus tard. Dès lors, effectivement, nous avons co-construit de façon collaborative une formation qui répond aussi à l'acronyme de TARPI. Donc, première phase, l'identification. Et donc, pour identifier, nous avons utilisé les désormais classiques groupes d'analyse de pratique. Alors, ce n'est pas spécialement évident de parler de sa pratique professionnelle, et surtout pas de celle-là, des actes de contention de mise à l'isolement. Et donc, pour amorcer le travail réflexif de nos participants, on a utilisé une séquence vidéo. On a fait tiers. On a pris une séquence vidéo d'un acte de contention qu'on a pu trouver, on l'a projeté, et en fait, ça a permis à nos partenaires issus de contextes professionnels sensiblement différents, luxembourgeois, hollandais et belges, pour finalement parler de leur pratique, en cassant, mais plutôt en déconstruisant en fait, une intervention qui ne les concernait pas directement, mais en s'impliquant de ce fait-là. Je ne suis pas à l'ordre de mon PowerPoint, excusez-moi, mais je vais donc passer au point 3 directement. À la suite de cela, on a demandé à chacun des participants de venir avec une situation dans laquelle, issue de leur expérience, à laquelle ils estimaient ne pas avoir eu d'autre choix que d'avoir recours à la contention de la mise à l'isolement, afin de la proposer à l'analyse collective de façon horizontale, de voir si effectivement il y avait peut-être moyen de trouver autre chose, et donc d'arriver à la dernière phase, qui était de proposer des alternatives à l'issue de ces groupes de réflexion.
L'idée était de rendre le pouvoir d'agir au personnel de salle, aux gens qui sont en contact quotidien avec les patients. Ils ont effectivement une créativité, une expérience qu'on peut mobiliser, et donc l'idée était donc effectivement de libérer la pensée et la créativité de ces professionnels. Parallèlement à ça, je reviens donc à mon point 2, nous avons aussi, sous leur propre sollicitation, en fait on n'y avait pas pensé, mais c'est eux qui y ont pensé tout seuls, ils ont demandé de faire des stages dans les unités des uns et des autres pour mieux comprendre comment chacun travaillait. Donc, pour un peu contextualiser, donc pendant le projet Leonardo, on a fonctionné sous la forme de mobilité, c'est-à-dire qu'on faisait des réunions de travail de 3, 4 à 5 jours, mais chaque fois dans les différents pays partenaires. Et ces mobilités nous ont d'ailleurs donné, comme l'expliquait Roland, l'opportunité de procéder à des immersions professionnelles de 2 à 3 jours au sein des unités des différents partenaires. Et ainsi de bien comprendre la manière qu'avait chacun pour aborder une situation de crise, mais surtout pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Je vais prendre un exemple qui est assez marquant, qui est celui des Pays-Bas. Il faut savoir que la mise à l'isolement avec contention aux Pays-Bas est très très réglementée. Elle est voire purement et simplement interdite, sauf quelques cas de figure, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ils ont dû apprendre à trouver d'autres techniques, à aborder d'une autre manière la prise en charge d'une situation difficile. Et dans ce cadre d'échange, ils nous ont présenté ce qu'ils appellent le monitoring de la crise. Alors, je ne vais pas expliquer exactement de quoi il s'agit parce qu'il fait partie intégrante de la formation TARPI, mais si je devais un peu schématiser, le monitoring de la crise, c'est un peu comme si à un moment donné, vous preniez une photo, un instantané, d'une situation, donc de la salle, du patient, de l'état du patient, mais ça peut être aussi de l'équipe soignante, voire de vous-même. Et à partir de là, de cette analyse de la photo, de votre ressenti, alors vous pouvez adapter votre réponse pour qu'elle soit la plus appropriée possible à la situation en question. Alors on s'est rendu compte aussi dans ces immersions, mais là je pense que vous en êtes aussi tous un peu conscients, c'est que l'infrastructure et l'architecture jouent aussi un rôle. Quand on parle de l'architecture, on parle bien sûr du bâtiment, l'infrastructure c'est un peu la manière dont sont disposées les pièces au sein même de l'unité, de l'organisation propre de l'unité, et on s'est rendu compte que, in fine, cette architecture pouvait être déjà un élément déclencheur dans les alternatives de la mise à l'isolement. Et alors, juste un petit encas qu'on a rajouté auquel on a pensé dernièrement, on s'est aussi rendu compte qu'on a tous une manière dans nos pratiques différentes qui est très basique. C'est que, par endroit, tout le monde est en blanc, on a la tenue type de l'infirmier, et à contrario, dans des unités, les gens restent en civil. Et je pense que ça, vous en êtes conscient aussi, le fait d'être en civil, parfois ça permet aussi un contact plus proche avec le patient et d'avoir moins cette frontière soignant-soigné. Le problème, c'est qu'après, on ne reconnaît pas toujours le patient du soignant. Sauf aux clés. Oui, c'est lui qui a le trousseau. La deuxième phase était donc l'expérimentation. Il est arrivé un certain nombre de fois que les mots nous manquaient pour parler des alternatives lors des groupes d'analyse de pratique. Il nous a semblé qu'une dimension importante de ces alternatives passait par le corps, par la corporalité. Et donc, il a fallu... très concrètement, vous savez de quoi je parle, il s'agit simplement du ton de la voix, de la posture, du regard, de toute une série de stratégies et de tactiques que va adopter le soignant pour se positionner de la façon la plus adéquate possible. Et ça, c'est difficile d'en parler, donc il faut le jouer. Et donc on a proposé à nos participants de procéder à ce qu'on appelle un théâtre-forum, et donc s'inspirant du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, pour choisir une situation qui était commune, enfin, dont tout le monde pensait qu'il y avait des enjeux communs en fait, autour d'une difficulté de crise, de gestion de crise d'un patient. On la joue une première fois le plus possible comme cela s'est déroulé dans la réalité, et puis on la rejoue une deuxième fois. Et dès lors, à ce moment-là, quiconque dans la salle souhaite se lever, intervenir, couper la scène, la rejouer, proposer quelque chose, proposer
une autre formulation de la question qu'on adresse aux patients, une autre posture, changer de contexte, que sais-je, eh ben, il avait le droit de le faire, jusqu'à arriver finalement à une issue à la situation qui satisfasse l'ensemble des participants à ce théâtre forum. Petit détail qui n'en est pas un, mais je vais expliquer la raison pour laquelle nous l'avons fait dans quelques instants. Nous avons aussi filmé donc ces scénettes pour pouvoir les travailler par la suite. Parallèlement à cela, nous avons aussi engagé un acteur professionnel, parce que ce n'est pas à vous que je vais le préciser, vous le savez bien, que lorsqu'on est face à une situation de crise, il y a beaucoup d'enjeux d'ordre émotionnel, de stress, d'anxiété, de colère parfois, et il y a des enjeux importants dans notre capacité de soignant à prendre en charge un patient, de pouvoir réguler en fait l'état émotionnel dans lequel chacun de nous se trouve dans ces moments-là. Donc dès lors, il nous a mis en scène et nous ont fait expérimenter ces émotions afin de mieux percevoir quelles étaient les stratégies que nous mettions en place pour réguler notre état émotionnel. Ensuite, troisième phase, la conceptualisation. Ah oui, il va falloir passer par la théorie. Et donc, nous avons une petite astuce, c'est de nous inspirer de l'approche qu'on appelle l'analyse de l'activité, qui est développée au CNAM à Paris par Yves Clos, pour pouvoir comprendre l'ampleur symbolique des tout petits riens, mais qui font absolument tout dans la relation thérapeutique. Et donc, on a procédé à ce qu'on appelle de l'autoconfrontation, à ces gestes professionnels, où nous avons repris des séquences, des scénettes que nous avions jouées 4 mois plus tôt. Et l'idée était ici de permettre aux gens qui jouaient dans la scène de se dire « Tiens, mais pourquoi j'ai fait ça ? C'était quoi la logique là derrière ? Quelle était la raison de tel positionnement, de telle formulation de phrase ? À quoi cela correspond ?» Et de petit à petit, arriver à une théorisation de sa pratique professionnelle, de éventuellement faire des liens avec des vieux souvenirs théoriques qui sont issus de notre formation initiale ou de formation continue ou de lecture personnelle, et donc d'apporter à la réflexion collective une théorisation et donc un savoir sur des alternatives à la contention et la mise à l'isolement. Et donc, à l'issue de cette étape, des balises pour des alternatives, c'est une blague, je vous rassure. Il ne s'agissait pas de ça. Non. C'est plutôt cela dont on parle. Donc, pas de recette miracle, de petites pilules que l'on prend pour régler tous ces problèmes de difficultés de gestion de crise. Il s'agit plutôt de repères. Donc, on n'a pas élaboré des protocoles d'intervention alternatifs, etc. Ça ne s'avérait pas possible. Mais plutôt des repères pour les praticiens qui sont au contact quotidien des patients, pour pouvoir se positionner d'une autre façon que celle dont on a peut-être parfois l'habitude. Alors, je vous préviens tout de suite, nous n'avons pas inventé l'eau chaude. J'ai entendu dans les présentations antérieures des tas de choses qui vont faire résonance avec ce que je vais exprimer aujourd'hui. Et donc, il semblerait qu'il y ait là un pot commun d'alternatives qui ont été présentées cet après-midi. La première chose, c'est de bien percevoir les effets du contexte sur les situations de crise et sur nos actes professionnels. Bien comprendre l'état de la législation, ça a été discuté ce matin, mais Géry en a fait une autre illustration avec le contexte législatif avec lequel nos collègues hollandais travaillent. Le ratio soignant-patient, c'est pas un détail du tout, en fait, c'est un élément tout à fait fondamental et essentiel. Ce ratio soit officiel, c'est-à-dire le cadre prévu par l'institution, mais aussi le ratio officieux, c'est compte tenu de l'absentéisme, on est parfois 2 pour 15, 20 patients au lieu d'être 4 ou 5. Et donc ça change absolument tout dans la donne de pouvoir procéder à des alternatives. L'état de l'équipe, dans quelle situation se trouve-t-elle ? Et Géry en a parlé aussi abondamment, enfin pas abondamment, mais juste à effleurer, excusez-moi, la question de l'infrastructure qui représente à la fois, tous ces éléments-là représentent à la fois des contraintes, mais aussi des ressources pour ces alternatives. Le fait de posséder un parc environnant notre institution, c'est quelque chose qui est une ressource pour faire d'autres choses, on l'a entendu plus tôt dans la journée. Deuxièmement, voilà, je vais vous les développer. Voilà, tous les 4, parce que ça me permet de refaire de l'ordre là-dedans. Je vais donc continuer par le point 4. Excusez-moi pour le désordre. Ce qui nous arrive en deuxième lieu à l'esprit, c'est plutôt l'anticipation de la crise. C'est que ces alternatives à la contention résident plutôt dans le avant que dans le pendant, en fait.
et donc de développer des compétences d'observation, des techniques d'observation de l'état dans lequel se trouve le patient, pour pouvoir l'anticiper un maximum. Et donc, effectivement, dans ce cadre-ci, l'outil dont Géry faisait référence tout à l'heure, le monitoring de la crise, se présente comme un outil sous une forme de Gauss, où la montée en crise, c'est pas d'un moment à l'autre que la crise survient, c'est qu'il y a une lente progression, et puis à un moment donné, on arrive au paroxysme, et puis à un moment donné, il y a une redescente. Et qu'on pourrait tout à fait phaser cette crise en différentes étapes, et que, correspondant, si je sais en fait à quoi correspond chaque étape, je peux dès lors adapter mon intervention correspondant à chacune de ces étapes. Par exemple, je sais que si le patient déambule dans l'unité, fait des gestes de nervosité, commence à insulter, j'ai entendu effectivement dans la matinée ou dans l'après-midi quelqu'un qui disait là, à ce moment-là, on va donc dès lors faire un entretien avec la personne, lui dire écoute, viens, on va dans une salle, on va discuter, on va parler de cela. Ensuite, et je reviens donc du coup à mon point 2, il faut donc rappeler les essentiels, c'est les attitudes de base de l'approche centrée sur la personne, telle que définie par Carl Rogers, telle que la congruence, montrer de l'authenticité dans le lien au patient, de la considération indéfectible, je pense que c'était dans votre approche philosophique à Tessin, de la considération du patient comme un sujet au-delà de sa maladie, au-delà de sa pathologie. De l'empathie également, du non-jugement, rajouterais-je, et aussi de développer nos compétences en termes d'écoute active et de disponibilité pour bien comprendre et saisir ce dans quoi est le patient à l'instant T. Ces 3 points que je viens d'évoquer oralement pourraient aussi se synthétiser au travers du 3e ici présent à l'écran, la contenance relationnelle. En fait, il s'agit moins de contention, mais plutôt de contenance, de façon d'envelopper les débordements du patient pour permettre un apaisement progressif. Et donc, à côté de la contention physique, à côté de la contention chimique, de laquelle on n'a pas énormément parlé, je trouve, aujourd'hui, à côté de la contention mécanique et donc de la mise à l'isolement, il y aurait donc aussi une autre forme possible d'intervention qui serait cette contenance relationnelle. Donc, une formation TARPI. Et donc, de façon collaborative, c'est-à-dire que, tant moi à la base je suis formateur et chercheur, j'ai peut-être pas les bonnes idées. On a pensé qu'il revenait davantage aux soignants de concevoir une formation à l'issue de tout ce processus pour leurs pairs. Et donc, c'est ce que j'arrive à vous expliquer dans un instant. Donc, effectivement, comme le dit Roland, à l'issue de ces années de travail, nous sommes arrivés à quelque chose de concret, une formation type qu'on a appelée la formation TARPI, d'ailleurs reconnue par l'Agence européenne de formation. Et sur base de cela, donc, tous les gens qui ont participé au projet Leonardo, on est tous passés d'un statut de praticien à formateur, avec comme enjeu principal, c'est de développer dans un premier temps, de développer la formation au sein de notre institut en la dispensant à l'ensemble des membres de l'équipe soignante de l'hôpital, et ça sous la forme de modules de 2 à 3 jours, parfois un peu plus si on y inclut d'autres choses, et qui se donnait à un maximum, qui se donne, parce que ça se donne encore, qui se donne à un maximum de 12 personnes. Et dans un deuxième temps, notre objectif est d'essayer d'aller présenter aussi cette formation, de sortir de nos propres murs et d'aller présenter cette formation dans d'autres instituts à Bruxelles, en Belgique, peut-être en France, mais également dans les écoles d'infirmières ou dans les écoles d'éducateurs spécialisés. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu spécial de passer d'un statut, je vais dire, de praticien à formateur, d'autant plus qu'on est amené à donner cette formation à des collègues. On va donner une formation d'égal à égal, mais en ayant cette position de formateur. Donc c'était un peu, je ne vais pas dire stressant, mais ce n'était pas toujours évident à gérer. Et au final, les nombreux retours positifs qu'on a reçus suite aux formations qui ont déjà été dispensées nous ont confortés dans l'idée qu'on était sur la bonne direction. Et plus d'une fois, on s'est entendu dire par les collègues conformés que c'est vrai qu'on abordait des choses qu'eux connaissaient, mais auxquelles ils ne pensaient plus systématiquement dans leur pratique du quotidien. C'est-à-dire qu'on a abordé des techniques, on a abordé des choses qui existaient,
mais qu'on oublie d'utiliser. Et je dirais, pour terminer, à titre un peu plus personnel, comme j'ai dit plus tôt, ça fait 23 ans que je travaille, donc forcément mes collègues me connaissent, et j'ai entendu plus d'une fois des commentaires allant dans le sens où, depuis que je participais au projet Leonardo, ma manière d'aborder l'agressivité, ma manière de gérer une situation de crise avait changé. Apparemment, et je pense que c'est lié au fait que je sais que j'ai des alternatives, que j'ai des outils avec moi, apparemment j'étais plus serein, plus calme dans la gestion de la crise. Et donc vous aurez compris qu'effectivement la philosophie de cette formation s'inscrit fondamentalement dans la réactivation, dans le fait que les soignants puissent se réapproprier en fait leur savoir d'expertise fondamentalement. Bien, ben voilà les... Ah oui, pardon, la conclusion. Voilà, je vais faire une petite conclusion. Elle va être très très courte. En fait, on voulait citer une phrase, une citation de Maria Angelou, qui est une phrase qui nous a suivis tout au long du projet et qui, je pense, résume un peu les objectifs, et qui dit ceci: les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Merci. Merci pour votre attention. Merci, merci.